Bien, la fin de journée approche. Le fait que vous ayez débordé sur sur le temps, c'est presque un bon signe. C'est-à-dire que les débats ont été riches et fructueux. Et il m'appartient de conclure assez rapidement pour ne pas déborder et permettre à chacun de regagner chez soi. D'abord, je voulais commencer par remercier sincèrement tous les acteurs de la journée, les intervenants qui ont partagé leurs travaux, leurs résultats, leurs expériences. Vous les participants, aussi bien en salle qu'à distance, on est à peu près à 40-60, autour de 400 personnes au total, en tout cas si je me réfère aux inscrits. Vous avez partagé vos questionnements, vos réflexions. Et puis aussi, je ne voudrais pas oublier les organisateurs qui, eux, n'ont pas ménagé leur énergie pour permettre à tous de s'investir dans cette journée. Ce qui me frappe finalement, c'est aussi la variété et dans la représentation des acteurs, des ministères, agences, ARS, collectivités, opérateurs de démoustication, citoyens, développeurs de solutions. Et finalement, c'est quand même très, je pense, tout à fait emblématique de la question de la lutte antivectorielle. Alors, pour moi, cette journée et ce qui a été échangé, ça traduit deux choses. Ça traduit tout d'abord un niveau de préoccupation qui monte. Il monte progressivement, mais avec une certaine obstination. Le moustique tigre, on a longtemps regardé la frontière qui venait du sud devant nous, puis on avait mis un dispositif de surveillance moustique, est-ce que la frontière elle bouge, et puis finalement maintenant elle est passée derrière nous et on est dedans, où qu'on soit en France quelque part. Le piège finalement d'une montée progressive comme celle du moustique tigre, c'est que c'est pas aussi brutal que la Covid, parce qu'en fait ça ne nous concerne pas tous en même temps avec un niveau d'acuité très important. Mais voilà, donc pour autant, ce côté irrépressible ou cette progression à laquelle on a du mal à résister, auquel on essaie de s'adapter, elle appelle peut-être tout de même des changements qui ne sont pas moins radicaux que ceux qu'on a opérés pour lutter contre la Covid. Ça concerne la surveillance. La surveillance périmétrique, c'est fini. Je pense qu'il, notamment pour les moustiques. Je ne parle pas d'autres vecteurs qui sont peut-être pas encore aussi avancés ou à certaines clinicoïdes. Et donc, il faut passer à d'autres choses, à mesurer plus la frontière, mais la densité, la pression qu'ils peuvent représenter. Aussi prendre en compte qu'il peut y avoir des phases silencieuses, c'est-à-dire de progression des vecteurs ou des pathogènes dans les populations de vecteurs, et que donc si on veut être collectivement efficace, c'est probablement d'organiser des manières de surveiller où on est le plus possible à être mobilisé. C'est-à-dire qu'il faut que les capteurs soient suffisamment denses. Si on regarde dans le domaine de la qualité de l'air, et je ne fais pas injure aux ASCA, mais les capteurs officiels ne sont pas suffisamment nombreux. Et quand on pense vecteur, je pense qu'on a la même problématique. Probablement aussi des changements radicaux dans les modes de lutte. Aller beaucoup plus vers le multi-action. Et pour une raison très simple, c'est que finalement, comme dans une approche globale de la santé, la balance environnement monte, et c'est une bonne chose. On est au bout pour un certain nombre de solutions simples et radicales qui est je prends l'outil le plus efficace dans ma lutte de biocides et je l'applique quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est effectivement pour moi ce côté des préoccupations et pas forcément de solution à toutes ces préoccupations. L'autre point que traduit finalement notre participation dans cette journée, c'est le caractère assez symbolique de la lutte antivectorielle en termes d'approche concrète du One Health ou une seule santé, comme vous voulez. D'abord, pour moi, deux traits là-dedans. Le One Health, ça convoque toutes les disciplines, biologistes, entomologistes bien sûr, médecins, toxicologues, mais on a vu aussi dans d'autres présentations écotoxicologie, sciences humaines et sociales, voire urbanistes, ingénieurs du génie sanitaire. Et c'est à la fois une variété de disciplines, mais aussi une variété de métiers, parce que finalement, ça a été dit à un moment donné dans l'illustration tout à l'heure à propos de la communauté urbaine autour de Strasbourg, on est dans une chaîne de responsabilité collective. S'il y a des maillons un peu faibles dans la chaîne, ça constitue une faiblesse, et ça pose du coup la question sur comment mobiliser tous les acteurs, chacun dans son rôle. Donc One Health, toutes les disciplines, tous les métiers, One Health c'est aussi une posture. Parce que pour moi, il y a un point commun dans cette approche, c'est comment ne pas se faire surprendre. Pourquoi il ne faut pas se faire surprendre? Parce que les vecteurs, c'est typiquement des facteurs de bypass. Ils s'invitent dans nos valises, ils s'invitent dans les conteneurs de nos commandes que l'on a passées consciemment ou nous à l'autre bout du monde. Ils s'invitent même parfois dans nous-mêmes.
et nos animaux. Et puis, ils s'invitent également dans nos flaques d'eau, dans les jardins, dans un certain nombre d'espaces où on ne les attend pas, ou en tout cas, on les pointe pas. Et donc, effectivement, si les vecteurs ne vectorisaient rien, ben, ce ne serait pas si grave que ça, on ne ferait que se gratter, c'est pas terrible, mais on pourrait survivre. Et le problème, c'est qu'ils emmènent avec eux des pathogènes. Et ces pathogènes, ils ne font pas le même bruit chez tout le monde. Il y a un bel exemple un petit peu plus récent que le moustique tigre, qui est les travaux qu'on a menés ANSES, au Conseil de santé publique, autour de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, amenée par Laetitia Loma. Alors si celle-là, on attend typiquement de voir les signaux en santé humaine, eh bien, on se sera fait largement envahir depuis. Pourquoi? Parce que chez les animaux, cette fièvre ne fait pas de bruit, elle est asymptomatique quasiment. Chez l'homme, elle est pas aussi symptomatique, on ne la voit pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quelques cas graves, mais ils ne sont pas nombreux, heureusement. Et les cas, j'allais dire intermédiaires, ils ne seront pas très distincts d'une mauvaise grippe intestinale. Donc finalement, quand on a des pathogènes qui ne font pas le même bruit chez tout le monde, ça nécessite aussi une stratégie pour ne pas se faire surprendre plusieurs années après en disant « mince, j'aurais dû agir plus tôt ». Donc One Health, c'est ça, c'est des postures de vigilance et d'attention sous tous les angles. Et probablement peut-être aussi l'invitation de l'approche Une seule santé, c'est de sortir du prisme par lequel on regarde les choses d'abord sous l'angle anthropologique. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des moyens de lutte qu'il faut revisiter. Ou, bon exemple sur la fièvre de Crimée-Congo, si on attend d'avoir les signaux que par l'humain, ce sera probablement trop tard. Donc deux traductions, le besoin de combiner les approches, les disciplines, les métiers et cette posture de vigilance pour comment éviter de se faire surprendre, et c'est là que la logique One Health nous aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut emporter comme message de cette journée, de tout ça? D'abord, tout ce que vous aurez noué comme connexion, comme réflexion à partir des présentations, et je suis personnellement désolé de ne pas avoir pu en avoir vu plus. Également un message d'espoir, parce que la mobilisation montre qu'il n'y a pas matière à sombrer dans le défaitisme. Pour autant, il reste un certain nombre de choses à faire, continuer à progresser dans les connaissances, ça reste d'actualité. Il y a quelques outils pour ça, le PNR-EST, même si notre programme national de recherche n'est pas hyper doté sur le plan vecteur, il reste une possibilité. Le PEPR, Présode ou d'autres ont également été signalés. Donc progression des connaissances, aussi modification assez substantielle des moyens de surveillance. On y réfléchit, on a d'ailleurs une saisine à l'ANSES sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de répit. C'est pas une très bonne nouvelle, mais la période où les vecteurs prospèrent, elles sont plus longues dans l'année. Réchauffement oblige. Aussi parce qu'il faut faire face à une évolution de la diversité des vecteurs. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, en France, on fait un micro-trottoir. Les gens ont entendu parler de près ou de loin de la borréliose de Lyme et des tiques. Par contre, les tiques du genre Yaloma, ça, à mon avis, c'est probablement beaucoup moins connu. Donc, une surveillance à revisiter, et puis une lutte intégrée à repenser, et qui nécessite probablement des innovations. Pourquoi il y a besoin d'innovation? Parce qu'en fait, on est sorti de la période où il existait la solution miracle qui répond à tout, qui va m'éteindre tous mes vecteurs sans aucun impact globalement. Et donc, cette combinaison de solutions, c'est les mêmes difficultés ou les mêmes situations que ce qu'on rencontre quand on parle produits phytosanitaires et agriculture. Si on veut remplacer des solutions qui étaient très efficaces, mais avec un certain nombre d'inconvénients pour différents compartiments, environnement, homme ou animal, eh bien, il faut ajuster ou combiner des solutions qui ne sont pas toutes 100% performantes. Ça nécessite de la mobilisation, ça a été dit, et puis aussi de penser à ce qui est aspect structurel. J'étais très content d'entendre parler des aspects bâtimentaires, où parfois les meilleures idées peuvent aussi virer au pire cauchemar. Je pense que typiquement, quand on végétalise un toit, il y a sans doute des précautions à prendre pour éviter, là encore, que des mares ne s'y installent à l'insu de notre plein gré. Donc, dernier ingrédient, je pense, c'est la ténacité, puisque je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est des sujets sur lesquels il faut revenir plusieurs fois sur le métier, d'autant plus qu'il y a effectivement, encore une fois, toute cette variété d'acteurs de la société à mobiliser et à garder mobilisés. Est-ce que c'est par des rites? Est-ce que c'est par une communication massive? Tout peut se réfléchir.
et probablement aussi de prendre en compte que la manière dont on réfléchit ou on réagit en tant que citoyen en Camargue ou en Alsace, c'est pas forcément tout à fait pareil. Donc voilà, du coup, qui dit ténacité dit ça vaut probablement le coup de se revoir. Donc moi, je vous donne rendez-vous en tant qu'ANSES pour refaire le point dans 2 ans, par exemple. Je pense ça me paraît être un bon rythme pour voir comment on progresse collectivement sur tout ça, avec vous tous ou les autres que vous aurez convaincus de nous rejoindre. Et aussi avec éventuellement d'autres co-organisateurs. Là, on est prêt à aller plus loin notamment, par exemple, avec le MNHN, mais la porte est largement ouverte. Dernier message en forme de clin d'œil. Jusqu'à présent, quand on avait envie de parler de quelque chose qui nous surprenait, on disait aussi bien c'est fou que c'est dingue. C'était à peu près synonyme. Vous, je ne sais pas, mais moi j'y réfléchirai 2 fois avant de dire c'est dingue demain. Merci, bonne fin de journée et surtout bon retour.